Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici présents. Je vais vous présenter en fait aujourd'hui un exercice de benchmark qu'on a fait à la Ville de Montréal dans les derniers mois. On a demandé en fait à une firme de faire un peu un inventaire de tout ce qui se fait en promotion de données ouvertes à travers le Canada, à travers le monde, un peu dans les institutions qui sont, à notre avis, ou dans celles qui ont été trouvées les plus inspirantes. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui en 5 étapes. Donc, principalement, premièrement, le contexte dans lequel ce projet-là s'inscrit, le mandat qu'on a donné à cette firme, l'approche qu'on a utilisée, les orientations de la Ville de Montréal qui découlent de cette recherche-là et de nos autres activités, et finalement, le morceau qui va tout vous intéresser, les inspirations, les exemples de promotion de données ouvertes qu'on a recensés un peu partout. Le contexte dans lequel s'inscrit ce projet-là, en fait, c'est qu'on remarque, vous l'avez probablement aussi remarqué dans vos pratiques et courantes, qu'on est un peu dans un changement de paradigme dans le mouvement des données ouvertes. D'un côté, on remarque que nous, on a atteint un certain plateau. Toutes les nouvelles ouvertures de données qu'on a exigent de plus en plus de temps et d'efforts, en fait, pour rendre les données publiques. Et de l'autre côté, on a un grand bassin de données qui existe déjà et on a des utilisateurs qui ne sont pas toujours nécessairement outillés pour les utiliser et les réutiliser. On n'oublie pas de notre côté quand même qu'on a déjà un site web, une plateforme sur notre site web des données ouvertes qui fonctionne sous CKAN. Donc, c'est une orientation qu'on souhaite conserver pour le moment. On ne veut pas nécessairement changer l'infrastructure technique. On constate que c'est encore important de fidéliser les utilisateurs pour une certaine volonté d'accroître le bassin d'utilisation et que toutes les actions qui vont découler de cette recherche-là, il faut que ce soit quand même réaliste pour une équipe de 3 ou 4 personnes à réaliser. Donc, on ne va pas avoir toutes les ambitions du monde. On veut quand même rester relativement réaliste dans nos attentes. Le mandat qu'on a donné, spécialement, on a fait affaire avec la firme TACT. Donc, on leur a demandé quelles sont les meilleures façons de renforcer nos stratégies de promotion des données ouvertes. On leur a demandé de répertorier les meilleures stratégies, les méthodes, les modes, les canaux de communication et de promotion des données ouvertes qui existaient dans d'autres organisations, avec 3 grands objectifs clés qui sont la mobilisation, la valorisation et tous les aspects pédagogiques qui entourent l'utilisation des données. L'approche qui a été mentionnée, premièrement, analyser l'existant. On ne part pas nécessairement de zéro à la Ville de Montréal. On a déjà une politique de données ouvertes en place. On a une feuille de route avec certaines actions qui ont été prévues dans les prochaines années. On a mis en place une directive de gouvernance de données à la Ville de Montréal, des outils, des pratiques qui existent déjà. Et pour se familiariser avec tous ces contenus-là, enfin, on a fait des rencontres de travail avec eux. Ils nous ont aidés à élaborer une grille de critères d'analyse, essentiellement, qui sont les grandes thématiques sur lesquelles on leur a demandé de circonscrire leur recherche pour s'assurer un peu de répertorier les éléments qui seraient pertinents pour nous et alignés avec les besoins de notre équipe. Essentiellement, les 4 grands critères qui ont été sélectionnés, c'est tous les aspects de visualisation de données, de création de trames narratives, de trouver une composante humaine à l'utilisation et à la présentation des données et comment faire pour diffuser les données à grande échelle. On a ensuite identifié les organisations à comparer, basées sur nos connaissances, mais aussi sur les recherches que le groupe TACT a effectuées pour identifier les initiatives qui sont reconnues en données ouvertes. Essentiellement, c'est les organisations et villes qui sont listées ici qui ont été consultées. Amsterdam, le gouvernement français, incluant l'État Lab, la Ville de Londres, Los Angeles, l'Open Data Network, San Francisco, Seattle et la Ville de Toronto au Canada. Finalement, ils ont fait l'accueil d'informations, ils ont fait l'analyse et ils nous ont fourni un rapport. Les orientations qui découlent de ça à la Ville de Montréal, premièrement, on souhaite à la Ville de Montréal aller au-delà des données brutes. On souhaite maintenant plutôt ouvrir les données dans un but précis que plutôt de les ouvrir par défaut à tout prix. Ce n'est pas parce qu'on renonce en fait à notre politique des données ouvertes. On a toujours pris l'engagement d'ouvrir nos données par défaut, simplement qu'on souhaite prioriser les données qui peuvent avoir un impact, qui peuvent être utiles, notamment avec l'indice d'équité des milieux de vie et de la vulnérabilité au changement climatique qui ont été présentés ce matin. Et il y a une autre présentation sur la vulnérabilité au changement climatique demain, si vous voulez l'ajouter à votre horaire. On se rend très compte que ce n'est pas quelque chose qui va nous être possible de faire avec notre équipe de 4 personnes, de soutenir l'utilisation de toutes les données. Donc, on veut s'entourer en fait de professionnels autant à l'interne qu'à l'externe, notamment avec le projet de Vue sur Montréal, qui est un nouveau projet qu'on met en branle à la Ville de Montréal, qui se veut une plateforme d'intelligence d'affaires publique qui est en ce moment les premiers services, c'est le service de développement économique, diversité et d'inclusion sociale avec qui on travaille pour créer des visualisations, un portail qui va nous permettre de creuser la donnée, pas nécessairement la donnée brute.
On s'implique aussi financièrement et avec notre accompagnement d'expertise via Montréal en commun dans la création d'une plateforme de visualisation de données de l'Agence de mobilité durable de Montréal. On s'implique également dans les cours universitaires pour aller présenter les données puis essayer de fournir des projets lorsque c'est pertinent de le faire sur lesquels les étudiants peuvent travailler et toutes les questions de hackathon d'introduction de données ouvertes via le portail de Données Québec. Deuxième orientation, on souhaite repenser nos contenus. J'ai présenté l'année dernière dans le cadre du Sommet canadien des données ouvertes les tests utilisateurs qu'on avait faits sur notre plateforme, sur notre site web des données ouvertes. On veut donner suite à ces tests-là. On a déjà créé des maquettes, je vais vous en présenter une ou deux dans les prochaines diapositives. Mais essentiellement, on a des commentaires qui ont été faits sur le site web. On souhaite les écouter, on souhaite les mettre en place. Dans les commentaires qu'on reçoit le plus, c'est tout cet aspect de base de connaissances, donc soutenir avec des tutoriels, avec autant sur l'utilisation des données, avec l'expertise de la donnée, qu'en général, comment utiliser certains outils qui permettraient juste de les explorer et même d'avoir des bases de connaissances qui nous permettraient d'utiliser le site web, de connaître les fonctionnalités qui existent. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Et je vous glisse un peu plus de contexte sur la création de liens entre les différents ensembles de données avec les inspirations qui vont venir par la suite. Mais essentiellement, ce que ça présente, c'est on crée des ensembles de données qui sont souvent isolés les uns par rapport aux autres. On n'a pas nécessairement de contexte qui nous permet de les mettre ensemble, de comprendre tout l'univers des données qui pourraient être utiles à un utilisateur. Donc, l'idée, c'est de commencer à trouver une façon de créer des liens entre les ensembles de données. Toujours dans l'idée de repenser nos contenus, on repense les contenus, on en crée des nouveaux, on va changer ceux qui sont existants, on cherche les réorganiser aussi sur le site web des données ouvertes pour faciliter leur découvrabilité. C'est un des point qui avait été mentionné l'année dernière, comme quoi c'est un peu difficile de trouver les contenus. Donc, on a travaillé avec notre équipe de UX/UI à la Ville de Montréal pour revoir un peu l'architecture de nos données qu'on présente sur le site web. Vous avez un aperçu de nos premières maquettes qu'on souhaite développer et mettre en place sur le site web. 10 nouveaux contenus, c'est beau d'avoir un menu aussi, mais la plupart des gens, on s'en rend compte avec le site web, travaillent ou cherchent le contenu via la barre de recherche. En ce moment, la barre de recherche ne recense que les ensembles de données, donc on souhaite, on regarde plusieurs options, mais on veut s'assurer d'inclure tous les autres types de contenus qui sont présents sur le site web des données et de les présenter d'une façon. Vous avez deux exemples de ce que ça pourrait avoir l'air. On va voir au final qu'est-ce que ça va donner. On souhaite cibler nos communications. On est en ce moment vraiment à l'étape de la réflexion. On ne sait pas exactement vers quoi on veut s'en aller, donc on a plusieurs idées, on est en train de les mettre sur papier, de voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est sûrement courant, Twitter, ça ne va pas nécessairement très bien. On ne rejoint pas nécessairement le même public qu'on réussissait à rejoindre avant, donc on est en train de voir quels canaux on peut utiliser. Ça va de pair avec les formats qu'on souhaite utiliser, des formats soit de blog, des infolettes, avec le type de contenu, des journaux de modification pour savoir qu'est-ce qui a été modifié sur le site web des données ouvertes, tant au niveau de l'arrivée des nouveaux jeux de données que les modifications qui ont été effectuées dans les ensembles de données pour permettre aux gens de mieux se les approprier. On parle de vulgarisation. On souhaitait peut-être faire des bandes dessinées pour un petit peu essayer d'aller chercher un public différent sur l'utilisation des données ouvertes. Il y a des beaux exemples qui ont été vus en France pour ça. Et de choisir un ton aussi pour s'assurer d'aller rejoindre un public qui est un peu plus large ou un peu différent de ce qu'on est capable d'aller chercher. Donc, juste ajuster ce ton-là. Aussi, pêle-mêle, une liste de points. On ne souhaite pas nécessairement sous-estimer l'importance de navigation fluide sur le site web pour rendre la démarche attractive. Il y a personne qui aime ça naviguer sur un site qui ne fonctionne pas bien. On s'en rend compte tous les jours. On ne souhaite pas nécessairement non plus multiplier les logiciels imbriqués dans le site web des données ouvertes pour explorer les données. L'idée est intéressante, mais ce n'est pas nécessairement notre priorité ou l'expertise qu'on a besoin en ce moment. On souhaite continuer de rencontrer, de faire des présentations avec le personnel de la ville pour développer une culture et des organisations externes pour humaniser les données ouvertes et les faire rayonner. Et toujours aller à la rencontre de publics qui sont un peu plus nichés ou spécialisés comme les développeurs ou les chercheurs pour leur offrir des nouvelles façons, des nouvelles avenues pour s'impliquer dans le mouvement des données ouvertes. La partie qui vous intéresse le plus aujourd'hui, fort probablement, les inspirations qui vont nous permettre à nous-mêmes de mieux cadrer, de mieux faire avancer en fait ces différents aspects-là. J'ai 8 catégories. J'ai un rapport d'à peu près 80 pages, si jamais ça vous intéresse, avec plein d'exemples. J'ai circonscrit un petit peu parce que ça fait un peu trop pour une présentation de 20 minutes. Donc, j'en présente. J'ai regroupé ça en 8 ensembles aujourd'hui. Si vous voulez le rapport au complet, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de le partager. Donc,
Première catégorie, c'est la question de faciliter et diversifier l'accès aux données. J'ai mis des exemples de Toronto, de San Francisco, Seattle, Washington, Los Angeles. Essentiellement, Toronto, ce qu'ils proposent, c'est de rejoindre les utilisateurs dans les outils que ces personnes-là utilisent déjà, donc avec des extensions, avec des packages de R, des extensions Google Sheets, extensions QGIS. Donc, les gens connaissent déjà des outils, on ne peut pas nécessairement changer leurs habitudes, donc je trouve que c'est une très bonne idée d'aller les rejoindre là. Rien de révolutionnaire à droite, c'est avec le logiciel Secreta, en fait, que ces villes-là opèrent. Toute la question de filtrer les données, de les explorer un petit peu, puis vraiment juste d'extraire les données qui sont les plus pertinentes pour eux, sans nécessairement avoir un grand ensemble de données. Je trouve qu'en fait, ils font particulièrement mieux que ce que nous, on fait à la Ville de Montréal, même si c'est une fonction qui existe. Donc, c'est quand même quelque chose d'inspirant, même si c'est plutôt simple. On a cette idée de créer des applications des services publics. Ça a été mentionné dans plusieurs présentations déjà ce matin. Cette idée, en fait, de pas nécessairement diffuser la donnée brute, mais de s'assurer que c'est au service de quelque chose dans nos organisations. Dans ce cas-ci, il y a des exemples complets en France de réutilisation qui sont vraiment intéressants, d'un catalogue très, très complet. Et j'ai mis une inspiration de Montréal, parce que c'est un bon coup qu'on a fait récemment. On a créé à l'interne un nouveau service de cartes qui nous permet de diffuser sur le site web de la Ville avec un peu le même visuel que le site principal, des applications à vocation citoyenne, notamment les pistes et voies cyclables. Et d'un autre côté, en parallèle, on a publié le jeu de données qui supporte en fait cette application-là. Donc, il y a les mêmes données d'un côté à l'autre en temps réel. Cet aspect-là de créer des applications de services publics, ça mobilise aussi la communauté autour des données ouvertes, notamment auprès des développeurs, pour créer de la valeur et favoriser l'innovation, qui sont quand même deux aspects qui reviennent très, très souvent dans les raisons pour lesquelles on fait des données ouvertes. Troisièmement, j'en ai glissé le mot, diversifier les types de contenus. On a du côté de la France des actualités qui sont créées, qui sont publiées, qui ne sont pas nécessairement des contenus très dynamiques, c'est vraiment des nouvelles très neutres. Ça ne sert pas à humaniser les données, mais c'est vraiment pour informer des nouveautés qui existent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, leur infolette est particulièrement intéressante, bien formatée, très agréable à lire, qui reprend un petit peu ces contenus-là. Donc, je vous invite à le faire. Je vous invite à vous en inspirer également pour vos pratiques à vous. On a des exemples de billets de blog du côté de San Francisco qui sont vraiment intéressants, que c'est des contenus, en fait, qui peuvent être un peu moins formels selon les besoins et les intérêts de la communauté, mais surtout des intérêts de la personne qui les écrit. On ne fait pas nécessairement tout ce qu'on souhaite dans le cadre de nos emplois, donc c'est peut-être quelque chose qui nous permet même de développer les intérêts de ses propres employés. C'est quand même quelque chose de fort chouette. Quatrième exemple, comment explorer les données, comment découvrir les nouvelles données qui sont disponibles sur nos sites web. Il y a beaucoup de données qui existent, très difficile des fois de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Je vous parlais de créer des liens entre les différents ensembles de données. C'est exactement ce que Londres fait avec leur page thématique. Plutôt que d'avoir des ensembles de données qui sont isolés, ils ont créé des pages thématiques qui décrivent un peu certains contextes, dans ce cas-ci, l'augmentation du niveau de vie, puis ils vont aller lier tous les ensembles de données qui sont liés à cette thématique-là. Donc, ça permet à une personne, plutôt que d'avoir à rechercher par mots-clés, d'avoir accès à des pages et des explications concrètes sur comment utiliser les données, comment les mettre en contexte. Et de l'autre côté, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça peut donner en pratique, mais je trouve que l'idée est intéressante. En tant que professionnel de données ouvertes, on est souvent habitué de rechercher de façon très, très carrée dans les barres de recherche avec des mots-clés très précis pour trouver des contenus, ce qui ne s'adapte pas nécessairement à tous les publics. Il y a une façon un peu plus naturelle de chercher. Donc, l'exemple d'Open Data Network, c'est une recherche par question. Tu poses une question, puis on te retourne des jeux de données qui sont intéressants à propos de ça. Donc, quelque chose de quand même assez chouette. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Prochaine catégorie, création de trames narratives. On a à gauche, avec Seattle, un suivi de la performance, donc c'est quelque chose de quand même assez classique, mais c'est quelque chose que je crois qu'il y a beaucoup d'organisations qui pourraient en tirer profit. Donc, de se dire qu'on crée une trame narrative, on ne publie pas nécessairement que des chiffres, on va mettre du contexte derrière. L'équipe des données ouvertes de la Ville de Montréal est nouvellement dans l'équipe ou dans le service de la performance organisationnelle, de la planification stratégique. Donc, c'est probablement quelque chose vers lequel on va souhaiter avancer, soutenir les mesures puis s'assurer d'avoir les données ouvertes qui viennent un peu mettre en contexte et chiffrer les résultats puis les impacts de la Ville. Et on a de l'autre côté toute la question d'avoir des histoires, vraiment des récits de données, avec un exemple à Los Angeles qui se rapproche un petit peu des articles dans les journaux qu'on voit de plus en plus, des articles un peu interactifs avec des graphiques, des images. Dans ce cas-ci, avec un article sur l'accès à la propriété, avec une petite lunette de l'ADS+, donc d'inclusion.
On a cette idée d'humaniser les données, donc de rendre les données un peu plus intéressantes, de s'assurer qu'on ose un ton un peu plus personnel ou un peu plus humoristique lorsque c'est pertinent de le faire. C'est des formulations qui sont invitantes pour aller chercher l'attention des gens. Et de l'autre côté, quelque chose de tout simple, d'avoir des remerciements et de la reconnaissance envers les gens qui sont impliqués dans la démarche. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. On dit souvent qu'on est l'équipe des données ouvertes, mais on est supporté par beaucoup de gens à l'arrière qui nous aident à publier les données. Donc, c'est quelque chose de tout simple, mais ça peut permettre de mettre un regard différent à la démarche. Avant-dernière catégorie, c'est la question des ressources pédagogiques. Donc, je mentionnais avec les bases de connaissances qu'on souhaite créer. Il y a des beaux exemples qui existent déjà dans la littérature, sur les sites web dans le monde. Donc, à San Francisco, une panoplie de différents guides, tutoriels, des ressources pour les gens à l'interne et pour les gens à l'externe. Donc, si jamais vous avez un public un peu différent, c'est quelque chose qui peut être fort intéressant. On a des vidéos explicatives qui sont fort chouettes aussi du côté de Seattle. Et on a la France et l'État Lab aussi qui proposent un même type de contenu qui est particulièrement amusant et agréable à naviguer. Dernière catégorie et dernière page de ma présentation, toute la question de soutien à l'utilisation des données ouvertes, qui est probablement une des catégories que je préfère, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. On cherche souvent des façons de présenter les données ouvertes puis de s'assurer si on veut que la nouvelle génération va les utiliser, de créer des nouveaux utilisateurs. Et pour moi, une des meilleures façons, c'est de s'assurer de s'impliquer dans les universités, dans les cégeps, dans les classes, en fait, pour que les gens puissent manipuler les données et avoir le réflexe plus tard dans leur emploi d'aller les chercher, ces données ouvertes-là. Il y a des très, très beaux exemples de comment on peut le faire à différents niveaux selon les moyens de l'organisation. On a du côté de Londres, qui est un accompagnement qui est quand même très, très complet, où on propose qu'un scientifique de données de la ville puisse s'impliquer dans différents projets avec des partenaires académiques pour mettre un peu de contexte sur l'utilisation des données. Donc, c'est un des gros exemples d'implication, c'est quand même fort chouette, mais il y en a d'autres qui peuvent être faits de façon tout simple, comme à Toronto, de juste, c'est ce qu'on fait un petit peu avec le modèle à la Ville de Montréal, sous invitation, on envoie une personne présenter dans les classes la démarche des données ouvertes, présenter un petit peu le portail, les différents ensembles de données qui sont intéressants. On le fait, nous, de notre côté, dans des cours en journalisme, en développement, en urbanisme et autres. Donc, il y a quand même vraiment des belles choses à faire de ce côté-là. J'aime aussi beaucoup l'approche qu'on voit à gauche en bas avec la France et l'État Lab, qui propose enfin un bassin de projets qui sont déjà existants. Ça demande un peu de travail au début, mais ça ne demande pas nécessairement d'implication par la suite. Donc, un professeur peut simplement prendre des cas ou des défis qui existent déjà dans les organisations, le prendre tel quel et le mettre dans son cours. Donc, c'est aussi une façon de proposer des choses sans nécessairement s'impliquer à long terme sur ce projet-là. Donc, c'est quand même quelque chose de très chouette. Et on a finalement la collaboration avec San Francisco. En fait, c'est une collaboration à l'interne. Ils ont créé un réseau de coordonnateurs de données à l'interne. C'est un petit peu le modèle qu'on a à la Ville de Montréal, mais c'est quelque chose qui est quand même très important pour soutenir l'utilisation des données. Si on souhaite aller au-delà des données brutes, on a quand même besoin d'un grand réseau de soutien dans notre organisation pour répondre aux questions et s'impliquer un petit peu dans la mise en contexte des données. Voilà, c'est ce qui complète ma présentation. Je vais prendre les questions aussi, puis je vais prendre mon ordi pour aller voir en ligne aussi en même temps. Merci. Je vais faire la question en anglais. Very interesting presentation. I was just wondering, a lot of times you need the data and you assume that the data don't exist. I mean, you just assume that the data don't exist because either it's difficult to find, or either you don't know it's public, or either, and I'm talking as a developer, or talking as someone that will actually consume the data as a student or something. So if the professor don't tell the student, like, okay, you need to go to this place, to this repository, to this. So I was thinking now you can create your own instances of ChatGPT, for example.
And you can put your own instance of ChatGPT and feed whatever amount of data you want into the intelligence. And then you have like one point of contact, just one, in which you're going to ask like, these kind of data exist, and if it exists, where is it, you know? And you can even ask contextual questions like, which was the percentage of blah, 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 and then ChatGPT will be able to gather all that. I think that will make way easier for the person that wants to know something, doesn't know even if it exists, just go and ask there. For example, ChatGPT for the Ville de Montréal or something like this. Did you, in your work, like imagine this kind of thing, like you like is in the future, or something that is interesting, maybe it's not interesting, I don't know, just wondering, yeah. Je peux répondre en français, ça te va? Oui. Okay. Je pense que ça va être plus facile de faire, processer mes idées. Je pense que l'idée peut être intéressante. La limite qu'on risque d'avoir très rapidement, en fait, c'est surtout avec nos experts à la ville, dans nos organisations. Je pense que ça peut fonctionner pour découvrir les données, pas nécessairement pour répondre aux questions ou la mise en contexte de comment les utiliser, sachant que dans les expertises qui existent à la ville, il y en a qui sont dans des ordres professionnels puis vont avoir une réticence à ce qu'une intelligence artificielle réponde à des questions plus techniques sur l'utilisation de la donnée. Ils vont préférer que ça soit vraiment, en fait, à cause de leur ordre professionnel et à cause de la responsabilité qui leur revient, vont préférer qu'on mette nous-mêmes en contexte les données puis pas nécessairement de remettre dans l'intelligence artificielle. Après, il y a des aspects qui peuvent être intéressants, ne serait-ce qu'avec l'exemple qui avait été montré avec les questions de comment on retourne des ensembles de données avec une question qui est posée. Il y a certainement de l'intelligence artificielle derrière qui permet d'aller rechercher ces informations-là. Simplement qu'on va préférer, je pense, pas mettre des mots des mots d'expertise ou des mots d'experts dans les mains d'intelligence. Du moins, pas pour l'instant. Merci. Au début de la présentation, vous avez mentionné le mot open by default n'était plus là, il était comme barré. Je pense que nous, notre secrétariat du Conseil du Trésor, puis je ne veux pas parler pour les autres, mais je pense que c'est au plus sortir des données qui sont pertinentes pour certains enjeux particuliers. Quand vous avez dit c'est de plus en plus difficile de sortir des données, puis en même temps, je me disais oui, mais en même temps, on a eu plein d'outils pour aider à publier les métadonnées. Puis là, je me disais, je me posais la question, puis c'est peut-être juste une question, qu'est-ce qui fait qu'avec toutes ces années-là, on arrive à une espèce de plafond ou oups, ça ne fonctionne plus? Je peux parler pour la Ville de Montréal. Je pense que ça peut s'appliquer dans d'autres organisations aussi. Dans notre cas, je pense qu'on a rapidement... On s'est dépêché d'ouvrir tout ce qui était facile à ouvrir. Ça peut être par des opportunités qui sont arrivées, des gens qui étaient intéressés de le faire. On a pris tout ce qui était facile sur les systèmes informatiques de la ville. Il y en a qui sont vieillissants, donc c'est là que ça devient plus difficile parce que les technologies n'ont pas encore été remplacées. On ne peut pas nécessairement se connecter directement. Puis de l'autre côté, mais il y a la réponse un peu plate qui est un problème de maturité au niveau de la gouvernance de données sur lequel on est en train de travailler aussi pour la Ville de Montréal, mais il y a beaucoup d'ensembles de données qui ne sont pas nécessairement sur des systèmes corporatifs. Dans notre cas, on a aussi 19 arrondissements qui ont 19 pratiques sur les mêmes données, donc ne serait-ce que pour le zonage, ils ont 19 pratiques différentes. Donc, on pourrait publier des données qui sont disparates, mais ce ne serait pas utile à personne. Donc, il y a quand même un effort à faire pour aller standardiser certaines des données, certaines des pratiques. Donc, je dirais que c'est probablement à ce niveau-là que nous, on se situe, que c'est un peu plus difficile d'ouvrir les jeux de données. Il en reste encore plusieurs à ouvrir, donc on va continuer d'en ouvrir. C'est juste que, plutôt que de se dire on va uniquement chercher à ouvrir des nouveaux ensembles de données, on va aussi tenter de diversifier un peu nos activités pour s'assurer que les données qu'on publie soient utilisables. Une question? En lien avec ça, est-ce que les jeux de données, c'est toujours additif ou il y a un processus qu'on revoit les jeux de données qui sont publiés, on décide de les enlever, puis ça ressemble à quoi ce genre de...
selon notre cycle de vie, au moment où eux choisissent de les supprimer de leur propre système ou de leur propre média physique, en données ouvertes, ça va être la même chose, on va devoir les supprimer. Donc, il y a cette question-là aussi qui reste importante de suivre notre cycle de vie de la donnée. Ça serait un peu la même chose pour les documents qui, à la fin, on va archiver des documents qui sont papier, physique, des PDF. Lorsqu'ils ne sont plus pertinents pour l'organisation, on les supprime. Ça va de soi, à mon avis, pour les données ouvertes. Donc, on ne devrait pas conserver des choses à perpétuité s'ils ne sont pas utiles pour l'organisation qui les publie. Donc, il y a ce morceau-là pour la révision. Après, pour la révision du contenu qui est existant, c'est vraiment de la responsabilité pour la Ville de Montréal des services qui produisent la donnée. On en met régulièrement à jour des données sur le site web. On en a mis à jour récemment avec les services de la géomatique. Donc, au fur et à mesure qu'eux doivent mettre à jour le contenu de la donnée, on va leur demander en même temps de réviser la description et la méthodologie qui est publiée avec l'ensemble de données. Donc, en règle générale, c'est au besoin pour ces données-là. Peut-être juste pour revenir sur la question aussi de communication, essayer de faire lever l'engagement. Nous, on a quelques activités dans ce sens-là pour faire la promotion des produits qu'on publie. Je suis avec Ressources naturelles en passant. Puis, peut-être juste un petit commentaire par rapport à ça. On avait remarqué là, que ça pogne plus sur LinkedIn que sur Twitter ou X. Mais j'étais curieux de voir, là, il y avait vous aviez d'autres logos aussi là, sur la slide que vous aviez présentée. Là. Y a-t-il d'autres avenues intéressantes que vous avez vues par rapport à ça? Présenté à la diapositive, l'autre logo, c'est Mastodon, qui est le remplaçant, entre grandes guillemets, de Twitter. Donc, je l'ai mis là vraiment plus de réflexion parce que c'est celui qui mentionne le plus, mais en réalité, on n'a pas nécessairement d'orientation exacte sur les canaux qui seraient utilisés. Je dirais que oui, en termes de promotion de la démarche des données ouvertes en tant que telle, LinkedIn est très fort. C'est ce qu'on utilise en grande majorité, ne serait-ce que pour l'organisation du sommet d'aujourd'hui. La promotion qui marche le plus, c'est sur LinkedIn parce qu'on va rejoindre un réseau de professionnels. Mais je ne pense pas que ça puisse fonctionner pour l'utilisation des données en tant que telle, que ce n'est pas nécessairement le même public. C'est là qu'on se repose des questions. On s'est impliqué à l'époque dans le Civic Tech. À Montréal, ça n'a pas nécessairement pogné beaucoup ce réseau-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, nous, à la Ville, supporter parce qu'on ne pense pas que c'est conceptuellement la bonne façon de le faire. Ça ne devrait pas être supporté par une organisation publique. Ça devrait être quelque chose qui existe puis que nous, on est là comme plus pour le supporter puis apporter de l'expertise. Fait qu'il y a cet aspect-là qui pourrait fonctionner. Ça fonctionne dans d'autres villes, ça fonctionne à Toronto, entre autres. Ils ont une très forte communauté Civic Tech. Je pense que moi, je pense que la promotion passe beaucoup par l'éducation. C'est pour ça qu'on essaie de se rapprocher de ce monde-là. On est dans le partenariat de Données Québec aussi également, puis c'est avec eux qu'on fait les hackathons. Puis on va chercher une population le plus possible dans les universités, puis on essaie de mettre maintenant des mentors avec eux pour qu'ils puissent un peu améliorer certaines expertises, soit en données, en présentation, selon l'expertise des mentors. Puis je pense que la participation dans les cours peut aider grandement aussi pour créer des nouveaux utilisateurs. Après, pour aller rejoindre les existants, c'est quand même une des questions existentielles des données ouvertes. Puis notre mouvement, même à Montréal, c'est difficile de savoir ce que les gens font. Je pense qu'une des parties qui peut fonctionner, à mon avis, c'est d'aller chercher le plus possible de faire un recensement de tout ce qui est fait avec les données, sans nécessairement les supporter, mais créer des vitrines. En ce moment, on est là pour les applications. Je pense que ça pourrait fonctionner avec les articles de journaux, les articles scientifiques également, de vraiment juste les lister et les rendre disponibles pour donner la visibilité aux démarches puis aux réalisations qui sont faites avec ces données-là. Puis, de fil en aiguille, je pense que ça va permettre d'élargir un petit peu la communauté. Je pense que c'est les quelques pistes que moi, j'aimerais explorer. La dernière question, après, je pense qu'il faut laisser la place. Ah non, il n'y a plus d'autres rencontres après, on est correct. Mais il y a quand même d'autres présentations ailleurs. Ouais. Il n'a pas quelque chose pour chercher, comme Google de Open Data? Que tu peux aller, tu peux dire, est-ce que telle chose existe open? Et qu'il va chercher dans la ville de Montréal, dans plusieurs endroits, ça n'existe pas?
Je ne pense pas qu'il y a nécessairement de plateforme qui permet de chercher avec des mots naturels, si on veut, ou en posant les questions. Il y a des plateformes qui intègrent différents, qui vont fédérer d'autres sites de données ouvertes. Donc, le site de données ouvertes de la Ville de Montréal se retrouve sur Données Québec, qui se retrouve ensuite sur le portail du gouvernement canadien. On sait qu'on est aussi dans d'autres moteurs il y a d'autres moteurs de recherche, d'autres portails pour les données universitaires dans lesquels nos données se retrouvent également. Donc, ça existe. Ça permet d'agréger, mais ça ajoute aussi une difficulté. Plus que jeu de données, plus c'est difficile de les trouver. Je mets au défi de trouver un jeu de données de la Ville de Montréal sur la plateforme du Canada. Ça risque d'être très difficile parce qu'il y a des centaines, peut-être des dizaines de milliers de jeux, peut-être pas encore dans les centaines, versus la Ville de Montréal qu'on en a 300 ou 400. Donc, on se perd dans la grandeur des données qu'il y a. Donc, ça reste le défi après. Mais à ma connaissance, non, ça n'existe pas. Ce que je voulais dire, c'est que nous, on a fédéré les provinces et territoires et au Québec, les municipalités sont dans le catalogue de Open Québec ouvert. Fait qu'on a une référence à Ville de Montréal. Mais après ça, je pense que c'est un lien vers. Je pense pas qu'on référence toutes vos données. Là. Fait que il y a quand même un lien qui se fait par rapport comme ça. Mais les ensembles de données se retrouvent. Les pages individuelles se retrouvent sur le site du gouvernement canadien, oui. Oui, c'est ça. Puis les données restent hébergées de notre côté, effectivement. C'est vraiment les métadonnées qui sont indexées. C'est ça, c'est ça qu'on fait. Exact. Okay. Voilà. Merci, c'est gentil. Pour la référence, la présentation de l'Afrique.